Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Covid-19, le Bénin désormais sur la liste peu enviable des pays africains touchés par la pandémie. Le premier cas d'infection au coronavirus aura été enregistré le 16 du mois de mars. Le sujet, un ressortissant burkinabé, la quarantaine de sexe masculin rentrés sur le territoire béninois le 12 mars dernier, bénéficiait d'une prise en charge adaptée sur le site d'isolement aménagé. Pour la circonstance, son état clinique serait, mesdames, messieurs, des plus stables et rassurants, mais pas suffisant, manifestement, pour apaiser les cœurs. La panique semble s'être emparée de tout le pays avec des annonces de tout genre. Cas avérés et de coronavirus au Bénin. Doit-on en avoir peur ? Mesdames, Messieurs, c'est le thème au menu de ce numéro de votre émission 100% Bénin. Sur ce plateau, en notre compagnie, le docteur Célestin Alessi Agbissi, praticien hospitalier CHU Bichat Paris 18. Il est spécialiste de médecine d'urgence. Docteur Célestin Alessi Agbissi, bonjour. Bonjour, monsieur Yetondi. Merci de m'avoir invité. Non, merci surtout pour la disponibilité. Un agenda particulièrement chargé. Et on est appelé au front, mais on a accepté de passer ce temps avec nos téléspectateurs. En tout cas, toutes nos reconnaissances. En face de vous, un confrère, mais très outillé sur des questions de santé. Aziz, voilà, Badarou, c'est son nom, journaliste de santé. Il est chef desk société au niveau du quotidien béninois d'information, d'analyse et d'investigation Matin Libre. Aziz Badarou, bonjour. Bonjour, M. Yetondi, bonjour, chers téléspectateurs et bonjour, docteur. Merci d'être avec nous. Alors, mesdames, messieurs, ce n'est que secret de polichinelle, coronavirus en Afrique, une réalité tangible depuis peu. Sur les 54 États, une trentaine déjà touchés. Sur la liste, le Bénin, au rang des pays récemment touchés. Mais là n'est pas la question. La nouvelle prise très au sérieux, l'heure, dit-on, est très grave. Et ça, c'est l'alerte relayée par nombre de spécialistes, mais aussi par des canaux d'information. Je me retourne d'abord vers le spécialiste en termes d'information. Alors, Aziz Badarou, comment ça se gère, ces genres d'informations au niveau des rédactions, surtout les confrères spécialistes de questions de santé? Merci beaucoup, chers confrères. Je crois que le Bénin aujourd'hui fait face à une épidémie. Je parlais plutôt de pandémie qui touche déjà plusieurs pays. Ce genre d'informations, je crois que les journalistes ont été d'abord les premiers à alerter. Parce que quand ça a commencé en Chine, le gouvernement n'a pas tout de suite réagi. C'est dans les médias que le message a commencé par être donné pour que le gouvernement puisse très vite réagir, prendre des mesures. Parce que lorsqu'on dit la Chine, très peu de pays ne commercialisent pas avec la Chine. Donc quand la Chine est touchée, c'est presque toute la planète qui doit paniquer. Et le Bénin, aujourd'hui, c'est des milliers de Béninois qui vont en Chine et qui reviennent. Donc très tôt, je crois que ce sont les médias qui ont alerté. Ensuite, le gouvernement a commencé par prendre des mesures. Nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Et je crois que ce genre d'informations, il faut surtout faire beaucoup attention pour ne pas surtout créer la panique tout de suite. Ah oui, c'est bien ce que beaucoup nous rapportent, mais la panique, elle est malheureusement là. Docteur Alessi Agbissi a décidé le thème de cette émission. Doit-on en avoir peur? En tout cas, aujourd'hui, le Bénin est bien sûr la liste de ces pays touchés. Comment le spécialiste, qui, lui, vit les réalités de l'autre côté, à partir du nord du monde, et puis du sud, vit-il ces corrélations de données? Merci beaucoup. Ce qu'il est important de dire, c'est effectivement que personne ne sera épargné. Personne. On dit pandémie, ça veut dire ce que ça veut dire. Panne, partout, épidémie, donc une manifestation globale, mondiale d'une maladie. Sauf que, en n'étant pas épargné, on ne sera pas touché de la même manière. Et pour cela, les mesures prises par chaque État, sous l'égide de l'OMS, qu'il faut vraiment féliciter, doivent permettre justement de juguler cette pandémie. Mon collègue a rappelé tout à l'heure l'origine de l'épidémie. Si on fait brièvement, en très peu de temps, sa séquence, en Chine, très probablement, ça a commencé en octobre 2019. Ça a été caché à dessein, ou en tout cas pas vu en termes de gravité. Et les médecins ont commencé d'abord par alerter, surtout le docteur Li Weilian, qui en est d'ailleurs mort, malheureusement. Et progressivement, la Chine a commencé par prendre la mesure de l'importance, puisqu'elle a déjà vécu le SRAS. Et donc, le 30 décembre,
le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros, va en Chine le 28 pour convaincre les Chinois d'ouvrir la base de données pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe. Et donc, le 31 décembre, on déclare, c'est surtout à la veille donc, de la fin de l'année 2019, que finalement, les Chinois prennent la mesure réelle de ce qui se passe. Et donc, on déclare l'urgence sanitaire de portée internationale en janvier, le 10 janvier ou le 11 janvier, et on déclare la pandémie quelques semaines plus tard. Donc, vous voyez, il y a une séquelle, il y a une séquence extrêmement raccourcie, rapportée, qui fait qu'on passe de simple maladie à l'état local à pandémie. Parce qu'il y a eu un État, il faut le dire clairement, la Chine, qui, pour des raisons qui lui sont propres, a voulu d'abord, par son système politique aussi, il faut le dire, a voulu d'abord cacher la maladie, puis après la révéler. Et à partir du moment où la Chine a révélé cette maladie, elle a fait des efforts extraordinaires, exceptionnels. La Chine, on le sait, est un pays sous l'égide du Parti communiste chinois, donc une dictature, je dirais, libérale, d'accord, puisque l'un des deux piliers de la dictature libérale chinoise, c'est la protection de la population, absolument indispensable. Et deuxième chose, la richesse pour tous. La contrainte que l'OMS avait, c'était d'arriver à convaincre les Chinois de libérer la parole et de libérer les données. Ce qu'ils ont fait. Et donc, néanmoins, la Chine a imposé des conditions absolument extraordinaires, c'est-à-dire ne pas oblitérer le commerce et la circulation des biens des personnes. Et c'est là que se joue la pandémie. La pandémie se joue parce que la Chine a refusé de fermer d'abord ses frontières. La Chine a refusé de laisser l'économie au profit de la santé. Et tout le monde a suivi. Je dis bien tout le monde a suivi. Et si on vous suit très bien, on aurait pu circonscrire ce mal depuis si ce à quoi on assiste aujourd'hui avait été fait en amont, c'est-à-dire fermeture unilatérale des frontières terrestres, aériennes, maritimes, Absolument. Quand le mal a été identifié à Wuhan. C'est-à-dire que les Chinois ont d'abord circonscrit à Wuhan. Il faut savoir qu'en cette période-là, c'était les fêtes de fin d'année chinoises. Et donc, la Chine, c'est un continent. 1,3 milliard d'habitants. Les gens voyagent pour les fêtes de fin d'année, le nouvel an chinois. Et donc, les gens qui étaient contaminés à Wuhan au départ, ils ont migré à l'intérieur de la Chine. Et c'est eux qui ont porté le virus dans les autres provinces de la Chine. Ça a commencé comme ça. Wuhan a été mis sous quarantaine, mis en lockdown. On a enfermé 56 millions de personnes dans la province de Hubei. Ça a considérablement limité l'extension de l'épidémie aux autres provinces de Chine, mais ça ne l'a pas arrêté. Et ce sont donc à ce moment-là qu'on aurait dû arrêter tous les vols vers la Chine ou à partir de la Chine. Mais la Chine avait expressément demandé, c'était le point numéro 1 de la déclaration du Dr Tedros, le directeur général de l'OMS, de dire: nous considérons que c'était une épidémie de portée internationale, mais nous ne recommandons pas la fin des voyages et la fin du commerce. Trade and fly. Et ça a été l'un des points essentiels qu'on pourra peut-être reprocher à l'OMS plus tard. En tout cas, oui, plus tard, comme on le dit, mais aujourd'hui, ça presse. Le mal prend de l'envol et rien manifestement ne l'arrête. Personne n'est épaillé. L'émission du jour consacrée à la situation du Bénin, cet État de l'Afrique de l'Ouest, longtemps épaillé, d'avoir alerté à un premier temps par un passage qu'on ne rappelle plus, puisqu'après, on nous a informé que cette dernière, qui doit aller vers Lomé, et qui a été d'ailleurs là-bas, et puis elle s'est sauve. Donc, aujourd'hui, c'est un fait, coronavirus, le Bénin en plein. Docteur, vous avez constaté récemment, il y a eu quelques annonces, mais là, sérieusement, un conseil extraordinaire s'est tenu et de décisions fortes ont été prises. Nous allons commencer par là et descendre graduellement, après sur ce qu'il y a lieu de faire individuellement et collectivement pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Dans l'ensemble, vous avez suivi un peu les dispositions prises par le conseil extraordinaire des ministres. Et qu'en dites-vous ? Oui, effectivement, les décisions sont sorties très tard cette nuit, vers 1h, 1h30 du matin. On les attendait fermement depuis le matin. Et effectivement, il y a 11 points, si je me rappelle bien. Tout à fait. Je dirais sincèrement que, compte tenu de la gravité de ce qui pourrait arriver, je dis ce qui pourrait arriver, ce qui n'est pas encore arrivé, mais ce qui pourrait arriver, je dirais que nous ne sommes pas à la hauteur, pour l'instant, par rapport à ces mesures
de ce qu'on devrait, de ce qu'on pourrait faire. Je prends par exemple le premier point. On dit limitation à l'extrême nécessité des entrées et sorties aux frontières terrestres du pays. Seules les traversées indispensables seront autorisées en liaison avec les autorités des pays voisins. Des mesures de renforcement de contrôle seront appliquées pour la mise en quarantaine systématique de toute personne suspecte ou qui, je cite, tenterait de contourner le dispositif mis en place. Vous savez, il faut définir une stratégie et en fonction de chaque stratégie, mettre en place des mesures. La stratégie qui est définie par ce test est très simple. On accepte volontairement, donc c'est assumé volontairement, que des patients potentiellement contagieux arrivent dans notre pays. Alors que d'autres pays ont dit, on ferme les frontières, on arrête les liaisons aériennes, maritimes, terrestres, on ferme tout sauf pour nos propres concitoyens. Comme les pays européens, ils ont dit, on ferme les frontières sauf pour les Européens. Cela signifie qu'on prend le risque, quel qu'il soit, je dis bien quel qu'il soit, de laisser entrer des patients malades. Ce qu'on oublie, c'est que c'est la spécificité de cette pathologie-là. On peut être malade et ne pas avoir de symptômes. C'est ce qu'on appelle les porteurs sains. Et les porteurs sains, ce sont les sujets jeunes, ce sont les enfants. Je prends un exemple. En février, c'était les vacances d'hiver dans les pays du Nord. Des enfants de chez nous sont partis en Europe, quand l'Europe commençait à avoir des cas, d'accord ? Ils ont donc été en contact avec des gens qui sont peut-être malades. Ces enfants sont revenus, ils n'auront pas de symptômes. Et ils vont se disperser dans la population. Ils n'auront pas de symptômes. Donc, tous ceux qu'on mettra en quarantaine, qui n'auront pas de symptômes, ça ne veut pas dire que quand ils sortiront de quarantaine au bout de 15 jours, ils ne seront pas contaminants. Parce que la variabilité extrême de la durée, effectivement, on dit 15 jours, c'est vrai. Il est admis qu'au bout de 15 jours, effectivement, quand on n'a pas de symptômes, on peut être considéré comme guéri. Mais en fait, on n'est pas guéri. Est-ce que tous les gens qui seront en quarantaine, est-ce qu'ils seront testés, par exemple ? Parce que si on met les gens en quarantaine et qu'on ne les teste pas, en se contentant juste de les observer, de dire, voilà, vous n'avez aucun signe, donc tout va bien, ce serait une erreur dramatique. Donc déjà, en prenant cette disposition que vous prenez de trop risquée pour le Bénin, oui, c'est ce que vous dites, c'est trop de risques, on aurait pu faire autrement, mais en y allant, il va falloir accompagner cette mesure de test systématique pour tous ceux qui viennent. Absolument. C'est-à-dire que mettre les gens en quarantaine ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Si l'idée, c'est de dire qu'on veut éviter que le virus entre, avec une stratégie assumée, très bien. Très bien, c'est pas un problème. Mais quels sont les moyens qu'on met en œuvre pour que tous ceux qui vont arriver, qui seront en quarantaine, puissent sortir de la quarantaine en étant certains qu'ils n'ont pas de virus? Ça, c'est aussi un problème. Oui, ceci étant une contribution, on est à l'écoute et j'imagine que les autorités feront les ajustements au fur et à mesure. Ça ne doit pas être aisé de prendre des dispositions ces temps-ci. Bon, j'imagine, je veux dire. C'est extrêmement compliqué en termes de politique publique, en termes de santé publique. Ok, merci beaucoup. C'est extrêmement compliqué. Alors, Aziz Badarou, sur le premier point, voilà un peu les craintes de spécialistes. Ouais, je crois que je le rejoins entièrement et c'est vrai que j'aurais aussi voulu qu'on arrive tout de suite à la fermeture des frontières comme l'a fait la Tunisie. D'ailleurs, le Bénin pouvait le faire. Bon, pour un peu plus proche, il faut dire, le Niger, le Mali, ils n'ont pas de cas, mais c'est systématique. Non, la en Côte fait, d'Ivoire, je voudrais aller tout de suite et surprendre pour vous dire que le Bénin pouvait bien être à l'abri de cette épidémie. Parce que tout au début, lorsqu'on regarde les mesures préventives qui ont été prises par le gouvernement au départ, si toutes ces mesures avaient été suivies avec une certaine rigueur donnée et certaines mesures rendues forcément obligatoires, je crois qu'on serait à l'abri. Lorsque je prends par exemple aujourd'hui la mesure d'auto-isolement, du début jusqu'ici, ça a été facultatif.
C'est que je suis libre de me mettre en auto-isolement comme si je suis libre de ne pas le faire. Mais on ne peut pas accepter qu'un individu qui quitte un pays touché comme la France, l'Italie viennent et décide d'aller tout de suite au contact de ses proches et tout ça. Mais c'est risqué. On ne peut pas, c'est-à-dire accepter le faire. Dans l'aspect facultatif de cette disposition tout au début. Lorsqu'on prend aujourd'hui le cas de la dame de Lomé, si elle avait été mise en auto-isolement et suivie, je crois qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Parce que le gouvernement du Togo a bel et bien dit qu'elle présentait les symptômes depuis le Bénin. Mais on n'a pas su ça ici au Bénin jusqu'à ce qu'elle aille jusqu'à Lomé. Le deuxième cas également, on ne l'a pas fait. Si c'était qu'on avait rendu... du cas avéré, le premier cas avéré, oui, le premier cas avéré. Voilà, oui, exactement. Si on avait également fait cela et on avait exigé que la mesure d'auto-isolement est obligatoire depuis le début, je crois que jusqu'à aujourd'hui, on serait beaucoup plus à l'abri que ce que nous sommes en train, c'est-à-dire de voir aujourd'hui. Voilà. Je rebondis un peu sur ce qu'il est en train de dire. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de stratégie. Quelle est la stratégie qu'on veut adopter? On veut adopter une stratégie d'évitement ou de rupture dans le sens où ceux qui vont arriver, on ne veut pas refuser les gens. On veut qu'ils viennent. Donc on ne ferme pas les frontières. Si on ne ferme pas les frontières, il faut qu'on mette en place des mesures radicales, vraiment, qui fassent en sorte que tous ceux qui veulent venir, s'ils viennent, ils soient enfermés. Enfermés systématiquement. Systématiquement. Comme ça, on contrôle, c'est le containment. On contrôle la population qui importe le virus. Il faut savoir que le virus ne vient pas du Bénin. Ce sont que des cas importés. Ce sont ces cas importés qui vont entraîner une dissémination. En anglais, on dit widespread. Une dissémination de l'épidémie. Mais d'abord, ça vient de l'importation de l'épidémie. Puisque l'épidémie vient de Chine. La pandémie vient de Chine. Donc, tous les cas qu'on voit dans le monde aujourd'hui sont tous des cas importés de Chine. Il faut donc un patient 0. Et ce patient 0 va contaminer le patient 1 et 2. Les patients 1 et 2 vont contaminer les patients 4, 5, 6, 7, 8. C'est exponentiel. C'est un facteur de 2 à 3. C'est multiplicatif. Vous voyez? Donc, si cette dame à Lomé, probablement qu'elle a dû en contaminer 2 ou 3. Et ces 2 ou 3 vont contaminer 9. Et donc, c'est exponentiel. C'est en cela que arrêter les vols, fermer les frontières de manière radicale. On prend une décision radicale. On dit, on ferme les frontières. Comme ça, on peut dire, dans tous les pays qui ont 50 cas de coronavirus, on ferme les frontières pour eux, à l'exception de nos compatriotes qu'on peut recevoir. Comme ça, on évite que le virus arrive. C'est le block-out. Donc, vous suggérez, en somme, que cette disposition-là soit revue. Très clairement, il faut fermer les frontières, point. Sans état d'âme. Comme ça, la question est réglée une fois pour toutes. On ferme les frontières, on évite que ça arrive, point. Et si ça doit arriver, mais il faut qu'on assume le fait que réellement, avec des mesures radicales, je dis bien radicales, on nous parle des hôtels qui sont réquisitionnés, qui sont très bien. Qui ont des hôtels. Mais enfin, c'est pas des hôtels qu'il faut. Il faut un cadre spécifique. Mais qui va les surveiller, les gens dans les hôtels? Est-ce qu'il y aura des médecins, des infirmières? Sans doute. Il faut qu'on prenne leur température, il faut qu'on leur donne à manger, il faut qu'il y ait des soins. Enfin, il faut que les gens prennent leurs médicaments. C'est-à-dire que c'est... Fermons les frontières de manière très simple. Pour tous les pays qui ont péremptoire. Non. C'est-à-dire que j'ai écrit personnellement, et je l'assume, que le fait que nous soyons dans l'hémisphère sud est une protection relative contre la propagation de l'épidémie. Mais en disant ça, ça ne veut pas dire qu'on doit accepter que tous ceux qui sont malades potentiellement dans les pays où les cas sont importants doivent arriver ici. Mais si on prend l'idée de dire que oui, on ne ferme pas les frontières, il faut qu'on ait des mesures extrêmement radicales pour contenir les gens qui sont potentiellement malades. Et c'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question à laquelle on n'a pas répondu. Regardez le Burkina Faso. Le Burkina Faso, il y a plein de malades. Ils ont une 50aine de cas aujourd'hui au Burkina Faso. Quelles sont les mesures terrestres au Burkina Faso, entre le Burkina Faso et le Bénin, pour limiter l'entrée des citoyens burkinabés au Bénin? Ça, il va falloir revoir, oui. C'est-à-dire que, donc, est-ce qu'à la frontière, par exemple, entre le Burkina et le Bénin, est-ce qu'on a mis en place des endroits de confinement, de quarantaine pour nos collègues, pour nos voisins burkinabés, qui sont potentiellement une source de contamination?
Non. Est-ce que, regardez le grand Nigeria à côté, ils ont que 2 cas. Ça me paraît extrêmement compliqué que le Nigeria n'ait que 2 cas. Vous voulez dire qu'il pourrait bien y en avoir au-delà? Bien sûr, bien entendu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on se leurre. La base du débat, c'est quoi? Est-ce que nous avons des cas de coronavirus au Bénin? Oui, nous avons 2 cas confirmés potentiellement. Est-ce que nous avons des cas non confirmés au Bénin? Évidemment oui. Évidemment oui. Ah oui, parce qu'il peut y avoir des choses qui échappent. Il y a des choses qui échappent. Je vais vous dire une chose. Il y a un vol qui est arrivé de Paris hier, au Bénin. Air France. Aujourd'hui, on est le 18, c'est ça? Tout à fait. Oui, le 18. Donc, le 17 au soir, il y a un vol qui est arrivé de Paris. En France, il y a des milliers de cas. Et bien des milliers de cas. La France, aujourd'hui, ne teste pas tous les patients positifs au coronavirus. Et pourtant, l'OMS l'a exigé. C'est désormais une exigence. Je vous dis, la France, aujourd'hui, ne teste pas tous les patients qui sont positifs. La stratégie de la France, c'est de tester et de soigner les patients graves. En termes de tri, c'est tri 1, tri 2, tri 3, tri 4, tri 5. Tri 1, grave, parce que le système est débordé. Donc, si vous allez à l'hôpital et que vous dites « j'ai mal à la tête, je tousse, j'ai le rhume, j'ai mal partout », on va dire « vous avez jusqu'à preuve du contraire le Covid-19 ». Mais est-ce qu'on va vous tester? Non. On va vous dire « rentrez chez vous, n'allez pas au travail, restez à la maison ». C'est simple, c'est ce qui se passe. Donc ces gens-là peuvent voyager. Ils peuvent voyager. Et s'ils sont à la maison avec des enfants qui sont les véritables transmetteurs de la maladie, puisque eux n'ont aucun signe, ils vont venir au Bénin, ils vont aller à l'aéroport de Kadiaou, Ganti, on va prendre leur température, on va dire, bon, vous n'êtes pas malade, vous n'avez pas de fièvre, bon, le gamin n'a pas de fièvre, très bien, allez à la maison et mettez-vous en quarantaine. Plus ça maintenant. Oui, plus ça. On le mettra en quarantaine. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Oui. Ma propre sœur est arrivée hier de Paris, oui. Elle est à la maison. Elle n'a pas été mise en quarantaine? Non. Ma sœur est arrivée de Paris hier, elle est à la maison. Elle est en auto-quarantaine. C'est pour vous dire que, et je peux vous assurer que ma sœur, qui est une personne que j'adore, peut être malade. Sans en avoir les signes. Elle peut être malade. Elle va contaminer qui? Mais toute la maison. Mais comme les enfants qui sont à la maison, ils vont aller à l'école, ils vont contaminer tous leurs copains à l'école. Et leurs copains vont rentrer à la maison. Vous voyez, c'est un peu ça le scénario catastrophe. Ça donne le bon de tête à la limite. C'est pour ça que je vous dis, il faut réellement qu'on arrête. Aziz Badao, on est manifestement en face... Je ne sais pas s'il y a un mot plus fort que casse-tête, mais je le dirais. Non, je crois que je vais emprunter le mot du président français pour dire que nous sommes réellement en guerre. Merci. Nous sommes effectivement en guerre. Le Bénin aussi? Le Bénin aussi en guerre. Et je crois que ce que dit le docteur est vraiment pertinent. Et je crois que j'ai eu à également produire suffisamment dessus. La mesure d'auto-isolement devait être obligatoire. Tout simplement. Le gouvernement devrait investir suffisamment là-dedans parce que c'est la mesure que moi j'ai perçue beaucoup plus comme pertinente. Comme la mesure qui peut nous sauver parmi toutes les mesures préventives qui ont été prises. La dame qui est venue, par exemple, je prends toujours le cas de Lomé. Elle est venue, elle a préparé l'aéroport. Ça n'a pas été détecté. Elle a séjourné à Abomey-Calavi. Elle est repartie. Mais on nous dit qu'elle présentait déjà les signes depuis le Bénin. Je crois que le Bénin devait beaucoup investir dans cette mesure d'auto-isolement depuis le début. Okay. Parce que même, je crois qu'il y a eu un communiqué du ministre de la Santé entre-temps qui disait qu'il y a des gens qui sont en train de contourner les dispositifs mis en place par des manœuvres frauduleuses. Mais est-ce que ces agents de santé qui sont complices ont été sanctionnés jusqu'à ce jour? La question reste... S'ils sont complices, ils seront sanctionnés. Ce qui est sûr. Alors, on a eu récemment, et vous l'avez suivi, 2 cas d'étrangers venus qui ont refusé de se soumettre. Et vous l'avez constaté, la police a été mise à contribution pour qu'on puisse les rattraper et que les dispositions qui s'imposent... c'est excellent. C'est excellent. Alors là, moi, j'applaudis des deux mains. Mais j'applaudis des deux mains. Ça a été c'est excellent. C'est-à-dire que nous avons un pays avec un gouvernement qui a mal à la tête. Il a mal à la tête parce que la situation à laquelle il est confronté est une situation extrêmement compliquée, difficile. Parce que
malgré le peu de moyens dont le pays dispose, les gens font un travail, il faut le dire. On peut ne pas être d'accord, on peut ne pas comprendre toutes les décisions qui sont prises, mais il faut dire que les gens font un travail compliqué et difficile. Vraiment très compliqué, très très compliqué. Mais néanmoins, ce qu'on peut demander en tant que citoyen et aussi en tant que médecin, c'est que les stratégies, les voies qui sont prises soient expliquées très clairement et qu'il n'y ait pas de paternalisme ou je dirais même presque de la bienveillance, quoi. Parce que c'est la santé publique qui est en jeu, c'est le bien commun qui est en jeu. Et pour cela, il faut des mesures radicales, très radicales. Rompati fait un travail difficile avec tout ce qui l'entoure, le gouvernement fait un travail difficile, mais nous devons nous départir de ce sens, je dirais, de gentillesse en disant bah oui, bon, très bien, autoconfinez-vous, mouchez-vous dans les bras. C'est très bien ça, c'est très très bien. Mais c'est dans un système où le peuple, est éduqué, alphabétisé complètement, où les informations sont diffusées dans toutes les langues et les gens savent exactement dans la discipline ce qu'il faut faire. Or, nous sommes un peuple qui, effectivement, on a mis tout ça sur les réseaux sociaux. Vous pensez que la vendeuse d'Akassa, là, elle comprend, elle est sur WhatsApp, elle est sur Facebook, la vendeuse d'Akassa? Ben, elle ne comprend pas tous les mots qu'on emploie. Or, l'information doit être dirigée vers cela. Ok, si je comprends. Pour ce qui est des dispositions aujourd'hui prises, pour aider le grand nombre à informer, on pourrait déjà essayer de tout traduire dans nos langues. Mais c'est depuis le départ, ça. Nous sommes à 85% d'analphabètes dans notre pays. Et on diffuse les messages sur WhatsApp, sur Twitter, sur Facebook, alors que les gens ne les ont même pas. Les gens, ils ont des téléphones Android. Et à la limite, qu'on les fasse avec des audios. Les gens, ils écoutent des audios. Dites, Togan Lodjile, Mima Yahimeo, Nindo Miyahimeo, pour l'instant, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Pour l'instant, vous abordez là un autre sujet préoccupant. Les lieux à forte densité, on fait comment? Pour l'instant, ce qui a été retenu au Bénin, il part de fermeture des lieux publics outre mesure, mais le strict minimum est l'essentiel. Vous parlez par exemple des marchés, non pas de fermeture des marchés pour l'instant au Bénin, mais alors on s'y rend lorsqu'on a vraiment quelque chose d'essentiel à faire, tout en prenant un certain nombre de mesures appropriées. Et qu'est-ce que vous en dites? Écoutez, c'est une décision qui mérite qu'on s'y attarde très longuement. Encore? Très longuement. D'abord, les lieux de rassemblement sont les lieux de dissémination, de propagation. Très clairement. Il faut fermer les églises, plus de messes, plus de mosquées. D'accord? Fermer les écoles. Très clairement. Il faut être radical. Vous ne faites pas un peu dans l'excès là, tout de suite? Non. Il faut savoir que nous n'avons pas les moyens médicaux, personnels, donc de soignants, pour prendre en charge une épidémie de masse. On n'a pas les moyens. Alors, pour éviter l'épidémie de masse, il faut éviter qu'elle arrive. C'est pour ça que je parle de stratégie. Quelle est la stratégie, quelle est l'idée que le gouvernement, dans la mise en place de ces mesures, quelle est l'idée qu'elle suit, le plan qu'il suit? Les Anglais, par exemple, un exemple, ils disent « Nous voulons une immunité collective ». C'est-à-dire, on laisse l'épidémie et on soigne les gens, on attend que l'épidémie arrive à un certain seuil et ça s'arrêtera d'elle-même. C'est volontaire, c'est décidé, c'est assumé. Ici, nous ne savons pas l'idée qui est mise en avant. Si on laisse les frontières ouvertes, on dit on veut que les gens arrivent, on les met en quarantaine, très bien. Les Français disent on ferme les frontières, les Américains disent on ferme les frontières, les Ivoiriens disent on ferme les frontières, on ferme les écoles, comme les Sénégalais. Il y a donc une stratégie déterminée, objective, visible pour tout le monde. Tout le monde sait où est-ce qu'on veut en venir, ce qu'on veut faire, et chacun se prépare pour ça. Ici, j'ai l'impression qu'on fait la politique des petits pas. C'est très bien, hein, je ne dis pas, c'est des petits pas. Sauf que ces petits pas sont trop petits. Si on veut éviter la dispersion de l'épidémie dans la population, il faut arrêter qu'il y ait beaucoup de gens ensemble. C'est simple. On a signalé 3 cas pour l'instant. La dame de Lomé, notre ami burkinabé, et des cas pertinents, on peut dire. Et
L'italien qui est à Bukombe ou Bembereke, qui selon radio RTB ou Radio Tokpa, est positif. Il est chez nous depuis plusieurs semaines. Officiellement, quand on s'en tient à ce que les autorités ont dit, prenons les données officielles, absolument, c'est 2 cas. Les données officielles. Écoutez, je vous ai dit tantôt qu'il y a déjà des cas qui ne sont pas déclarés au Bénin, parce que soit peu symptomatiques, soit asymptomatiques. C'est-à-dire ils ont très peu de symptômes qu'on peut faire passer pour du palu. Il y a des tas de gens qui vont se traiter pour le palu alors qu'ils ont le coronavirus. C'est évident, c'est très clair. Et des gens qui n'ont aucun signe. Et vous pensez que c'est des données aussi à prendre en compte? C'est des données à prendre en compte justement pour que dans la population, les gens qui sont déjà malades, qu'ils ne contaminent pas d'autres. Et donc, il faut éviter justement les rassemblements. Or, nous savons que nous avons un pays extrêmement religieux. Les gens vont à l'église tous les dimanches. Les enfants vont au catéchisme les mercredis ou les samedis. Que les gens vont à la mosquée tous les vendredis ensemble. À 13h, ils font la prière collective. Allez à Zongo, les gens ils sont dans la rue, ils prient tous ensemble. C'est très bien, mais il faut les interdire. Parce que les cas non détectés potentiellement, c'est eux qui vont répandre la maladie. Et encore une fois, je soutiens et j'affirme, en tout cas, c'est mon sentiment, que nous n'aurons probablement jamais, mais vraiment jamais, comme dans les pays européens, cette grande masse de gens attend. Parce que nous sommes encore un peu en été. Je le dis, même si l'OMS dit, et ce que je comprends parfaitement, qu'il n'y a pas de lien entre le climat et... je prends l'exemple de la grippe dans les pays du Nord. Quand les pays du Nord ont la grippe, les seuls gens qui ont la grippe ici chez nous, ce sont les gens qui viennent des pays du Nord et qui contaminent tout le monde. Et le taux de contamination étant de 1 à 1 ou de 1 à 2, la dissémination ne se fait pas de manière massive. Donc, qu'on le veuille ou pas, il y a un avantage d'être pendant l'été. Et même en Europe, dans les pays du Nord, il y a très peu de grippe l'été. Il y a bien une raison. Il y a bien une raison environnementale. Le facteur environnemental. Il y a le facteur environnemental. Alors, pour l'instant, l'interdiction de ces lieux publics à forte densité n'est pas effective, mais l'autorité, pour la première mesure, parce que j'imagine qu'il y aura d'autres mesures, elles sont à l'écoute et on l'espère, on le souhaite, on croise les doigts, les autorités, par rapport à tout ce qui s'est dit, et prennent les bons côtés des choses. Alors, les autorités recommandent pour l'instant aux responsables religieux de faire respecter lors des cultes la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre fidèles. Est-ce que déjà ce n'est pas un pas? Je crois que c'est déjà un pas, effectivement, de vouloir prendre la mesure. 1 mètre, on évite aussi les poignées de main, bien entendu, les accolades, comme ça. Bon, je crois que cela a déjà commencé depuis la semaine dernière au niveau de la conférence épiscopale, oui, qui a déjà interdit certains gestes au cours des messes. Mais je crois que ce que dit le docteur, c'est qu'il faut surtout continuer par expliquer aux gens. Il faut que vraiment des gens savent les décisions qui sont prises, les mesures qui sont prises, comment est-ce qu'il faut les mettre en œuvre. C'est pris aujourd'hui. Le gouvernement est informé. Moi, je suis journaliste, je suis informé. Mais les autres qui sont à Niki, à Kandi, à Perere, mais comment est-ce qu'ils ont ces informations? On est rattrapé par une histoire aussi vienne là, en termes d'éducation, où on demande à ce qu'on éduque les nôtres dans nos langues, là, décidément. Ah voilà, exactement. Mais moi, je crois que c'est vraiment bien. On peut se rattraper, solliciter les locuteurs en langue et occuper les ondes les plus écoutées, Joël, les crieurs publics. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Je répète encore, gouverner, c'est prévoir. Je ne suis pas un gouvernant, je ne suis pas un décideur, je n'ai pas de pouvoir de décision. Mais quand je soigne un malade, j'anticipe les soins qu'il va recevoir, j'anticipe sa trajectoire d'évolution et je prends les décisions bien en amont de ce que le malade va faire. Quand le malade, il entre aux urgences, je sais exactement dans combien de temps il va quitter les urgences pour aller en réanimation, en pneumologie, en médecine interne ou vers la sortie. C'est ça la prédiction. On ne peut pas, en tant que gouvernant, ne pas prévoir que quand on prend des mesures, ce ne sont pas des mesures WhatsApp. Et si c'est des mesures WhatsApp, qu'on mette au moins les mesures WhatsApp dans nos langues. Et je dis, avec WhatsApp, on peut informer les gens de manière massive et dans leur langue. Je mets au défi quiconque de me dire aujourd'hui que les mesures gouvernementales depuis 10, 15 ans, allez, pardon, depuis 5 ans, d'accord,
les gens WhatsApp depuis 5 ans. Est-ce qu'on traduit ces mesures-là dans nos langues pour que les gens sachent exactement ce que le Togan, ce que le gouvernement fait? Ne vous en C'est faites pas important. d'autant, vous êtes préoccupés, ça se comprend, mais là, l'urgence est là. Et Mais justement, l'urgence, c'est qu'il faut qu'on le fasse maintenant, pas demain ou après-demain. Ça va se faire. Qu'on le fasse maintenant. C'est-à-dire qu'on dise, qu'on dit aujourd'hui, là, numéro 1, vous ne vous embrassez pas, mais en fond, en goût, en yoruba, en mina, en dendi, en mari, dans toutes les langues. Ça va se faire. Merci pour cette contribution. Peut-être aussi, Joël, qu'on n'est pas encore allé tout de suite vers la fermeture de ces lieux parce que les gouvernants estiment peut-être qu'on n'est pas encore déjà avec K15, qu'il ne faut pas créer la psychose. Le docteur est clair, il vaut mieux anticiper. Voilà, parce qu'on n'a pas les moyens pour y faire face, parlant de moyens médicaux. Et je disais, je demandais, vraiment généreusement pour nos populations, que nous avons 12 départements. Oui. L'absence de moyens fait que, dans notre esprit de jacobinisme, de concentration, nous n'avons que dans le sud les endroits où on peut mettre les gens en quarantaine. Et il y a un centre qui est en construction à Nantitengo. En construction. Le mot est faible, en construction. Il faut prendre des préfabriqués, quoi. Il faut prendre des préfabriqués. On doit réagir, quoi. On doit faire les choses dans l'immédiateté. Encore une fois, je dis que c'est très difficile, c'est très compliqué. Il ne faut pas imaginer que les gens ont des baguettes magiques et qu'ils peuvent faire les choses. Je dis aux gens, vraiment, notre pays va être dans le dur, mais on va s'en sortir. J'en suis certain. Mais merci surtout pour ces mots. Non, on va s'en sortir. On va s'en sortir. Non, on va clairement s'en sortir. On va vraiment s'en sortir. L'État, là, a pris vraiment un certain nombre de dispositions. Il faut vraiment l'avouer. Et on peut dire dans une certaine spontanéité. Et là, on prend l'engagement d'accompagner les pharmacies avec les moyens médicaux qu'il faut afin que l'essentiel ne manque pas. Aujourd'hui, ce qui est conseillé, c'est les masques à porter. Et c'est aussi pouvoir se laver les mains convenablement. Par rapport à ces mesures, justement, Agis, comment vous les voyez? Bon, d'abord, je crois que la décision a été prise un peu tardivement d'abord. Et ensuite, je voudrais dire que voilà, on accompagne les pharmacies, mais est-ce qu'on a pensé quand même à la situation au niveau des écoles? Est-ce qu'on a pensé d'avoir ça? Les gels hydro et alcooliques, est-ce que tous les parents aujourd'hui ont les moyens de se l'offrir à la maison le pouvoir d'achat qui aujourd'hui... Voilà, exactement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tous les écoliers ont tous ces gels à disposition à la maison d'abord, à l'école, en classe? Surtout qu'aujourd'hui, avec les effectifs au niveau de certaines écoles, sont 10 écoliers dans une salle de classe, la contamination, ça va aller très très vite. Donc je crois qu'on ne devrait pas se limiter uniquement au niveau des pharmacies, mais il faut aussi un peu aller également surtout vers les écoles, c'est très très important. 45 minutes, ce n'est pas suffisant pour tout évacuer, mais je voudrais vous demander, si on doit s'adresser à chaque citoyen, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Parce que la responsabilité, ce me semble, je peux me tromper, elle est d'abord individuelle, avant d'être collective. Alors, à chaque citoyen, qu'est-ce qu'on peut bien conseiller? Vraiment de manière très solennelle, de manière très rigoureuse, nous devons dire à tous les Béninois, à tous les Africains d'ailleurs, il faut être vraiment beaucoup plus large, de respecter rigoureusement, je dis bien rigoureusement, les procédures de protection personnelle. Vraiment. On cite. Ne pas se saluer avec les mains, d'accord? Se laver les mains régulièrement plusieurs fois par jour. Je dirais, le port de masque, c'est d'abord pour les soignants. Il faut être très clair. D'abord pour les soignants, d'accord? Quand on éternue dans le coude pour éviter la propagation des virus. Éviter vraiment, quand on a des signes, d'aller à l'hôpital, mais d'appeler les numéros demandés par le ministre de la Santé. On ne va pas à l'hôpital, on appelle. On appelle. On ne va surtout pas à l'hôpital, on ne va surtout pas dans un centre de santé, on appelle. Et les gens vont se déplacer pour venir vous voir. Et ça, c'est extrêmement intéressant comme mesure. J'avais applaudi, et j'applaudis toujours cette idée de mesure qui permet aux soignants d'aller chez les potentiels patients malades pour les prendre en charge directement à domicile. Ça
permet d'éviter la dispersion potentielle et ça permet justement un confinement immédiat de toute la maison, par tous les moyens. Et cela signifie que, et d'ailleurs le gouvernement l'a dit, pour tous les gens qui sont malades, et moi je vais encore beaucoup plus loin, si il s'avère que dans une maison, quelque part au Bénin, il y a un cas de quelqu'un qui est confirmé, la maison doit être mise en quarantaine, y compris même avec les forces de police et les militaires. Mais par contre, l'État a le devoir de subvenir à tous les besoins de tous ceux qui sont dans la maison. C'est-à-dire ? Pas uniquement de la personne malade. C'est-à-dire que s'il y a 100 personnes dans un immeuble ou dans une maison avec plusieurs familles, on enferme les gens chez eux, d'accord ? Et on leur donne à manger, on les soigne, on leur donne de l'eau. Docteur. C'est en cela que justement la politique de confinement est une politique rigoureuse. Parce qu'elle oblige l'État à remplir son rôle. Elle oblige l'État à protéger les citoyens. C'est aussi ça. On retourne à l'État-providence, là. Absolument, mais c'est ça. Avec nos États si pauvres. C'est-à-dire que si vous voulez que les gens contaminent plus de monde et que l'économie, les marchés, les écoles, le pays soient à terre, oui, on va dire, on n'a pas beaucoup d'argent, donc on laisse les gens aller contaminer tout le monde. Mais on peut dépenser peu, c'est quand même beaucoup, hein, mais pour protéger le plus grand nombre. C'est ça. C'est-à-dire que si beaucoup de gens sont malades, et ça, la vraie vérité, si beaucoup de gens sont malades, le pays va s'arrêter radicalement. Et si le pays s'arrête, l'économie qui n'est déjà pas florissante va être plombée. Je vous signale que les bourses du monde entier sont en train de plonger. Moins 15 en Europe, moins 10 aux États-Unis, le Japon, la Chine, n'en parlons plus. Le Bénin, quelle est la part du Bénin dans le commerce international ? C'est infinitésimal. Mais la vie des populations, la vie de chaque Béninois a un coût. Et ce coût, on doit y mettre le prix. On doit y mettre le prix, entendu, oui. Aziz Badaro, journaliste, se voit alors investi davantage d'une mission plus que jamais d'information. Et à l'endroit de tout cela, qu'avez-vous vraiment envie de dire ? Bon, je dirais d'abord au gouvernement que moi je reste sur ma faim quant à la mesure d'auto-isolement parce que c'est rendu obligatoire uniquement pour ceux qui viennent au Bénin par voie aérienne. Le risque aussi peut venir par voie maritime comme terrestre. Donc, je crois qu'il faut étendre également la mesure obligatoire d'auto-isolement jusqu'au niveau maritime et voilà. Maintenant, en dehors de ça, je dirais juste aux Béninois de prendre conscience d'abord individuellement et de savoir que la menace est là et que ce n'est qu'ensemble que nous pouvons arriver à faire face réellement à l'épidémie. Ensemble qu'on pourra faire face à l'épidémie. Merci à vous, Aziz Badao, oui. Je voudrais lancer un appel, vraiment un appel du cœur, un appel de la raison à tous les Béninois, de l'intérieur comme de l'extérieur, à tous ceux qui peuvent aider leur pays sur tous les plans. Sur le plan financier, sur le plan de la mise en œuvre et des ressources humaines, des médecins, des aides-soignantes, tout le monde, de contribuer justement, d'aider, de se mettre à disposition de son pays pour pouvoir l'aider. J'ai proposé personnellement mon aide à mon pays et je pense qu'en temps voulu, le temps venu, ils me feront appel parce que c'est une menace mondiale, mon pays en fait partie dans le monde et en même temps, je ne pense pas que nous ayons au Bénin aujourd'hui des spécialistes d'épidémies de cette ampleur. Nous avons connu l'ASA, donc on a quand même beaucoup d'expérience dans l'ASA qui va nous aider à prendre en charge cela. Moi, dès ce soir ou dès demain, je vais aller en Europe pour effectivement me confronter réellement, comme certains collègues aussi béninois qui y sont, me confronter réellement à l'épidémie telle qu'elle est vécue, telle qu'elle est prise en charge de manière pratique, parce qu'il y a des procédures, il y a des moyens, il y a des méthodes de faire de prise en charge réellement pratique des patients. Et je vais aller là-bas pour
vivre cette expérience, je dirais, et la partager en retour avec tous mes collègues béninois, tous ceux qui voudront se mettre en relation avec moi. Ensemble, on est plus fort, comme ensemble, on dit, exactement. en temps d'épreuve. Merci à vous, docteur Alessi Agbessi, revenez-moi en forme. Merci également à vous, Aziz Badarou, cher réalisateur du jour. Justin Rissou, merci. J'étais illustrateur, je fausse compagnie, mais ces citations de l'écrivain philosophe suisse Henri Frédéric Amiel. Lorsqu'on a peur de tout et qu'on doute de tout, on se pousse soi-même vers la tombe. Prenez soin de vous et chaque jour, ne l'oubliez pas, reste une vie. À très bientôt.